Est-ce que vous pouvez, Jacob Cohen, nous retracer l'historique, en fait, l'histoire de l'arrivée de nos grands-parents, de nos parents en France et ce qui a fait que d'emblée, voilà, nos parents, nos grands-parents ont baissé la tête, en fait, ont rasé les murs, comme vous dites. D'accord. Bon, d'abord, on a fait venir des gens, en tout cas au Maroc. Moi, je me souviens, je voyais encore des pancartes dans les années 80, dans la zone nord. On avait besoin dans les années 50, de gars pour travailler De dans les main-d'œuvre. usines, de main-d'œuvre. Et donc, ceux qui allaient, c'était vraiment les plus ignorants. Il y avait déjà des ignorants au Maroc, enfin beaucoup. Et ceux qui allaient étaient vraiment ceux qui n'avaient quasiment pas Oui, ils vivaient, c'était des paysans, enfin, ils vivaient voilà, vraiment des dans les paysans, campagnes reculées etc. du pays. Donc, ils sont venus en France. Bon, les Algériens, enfin, je ne peux pas en parler parce que, mais les Algériens étaient à peine mieux lotis, peut-être. Enfin, un peu mieux, peut-être. Mais enfin, mais il faut savoir une chose, c'est que je crois que c'est difficile d'imaginer aujourd'hui, pour quelqu'un, disons, comme vous, par exemple, jeune, ce que ça a été l'esprit colonial. C'est-à-dire une soumission totale, absolue, une humiliation permanente, le système colonial. Vous savez, Albert Memmi avait écrit un livre qui s'appelle Le portrait du colonisé. C'est un écrivain juif tunisien, un livre préfacé par Jean-Paul Sartre dans les années 50. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est moi. C'est-à-dire, c'est quoi ce livre? C'est-à-dire qu'en fait, le colon a réussi à imposer aux colonisés que c'est un moins que rien et que sa culture ne vaut rien. En grande partie, pourquoi moi, par exemple, je n'aimais pas, enfin, avant de retourner au Maroc, je n'avais aucun lien avec la culture marocaine, la vie marocaine, parce que on m'a mis en tête, et je l'ai accepté, je l'ai intériorisé, que la culture marocaine ne valait rien, que la musique arabe, il fallait pas écouter ça. Tout ce qui était arabe était mauvais, était dénigré. Et donc, il faut savoir ce que c'est que... Par exemple, un exemple qui est assez frappant. Les colons au Maroc, ils ne... comment dire, ils ne se gênaient pas pour apprendre les noms des hommes. Ils les appelaient tous Mohamed. Et Mohamed, viens ici. C'est-à-dire pour eux, et les femmes, Fatma. Donc en fait, pourquoi se casser la tête à retenir lui c'est Abdelkader, lui c'est Mustapha, lui c'est... Non, ce sont des êtres, comment dire, qui n'ont pas de personnalité propre. De seconde zone. Et imaginez, bon en Algérie ça a été terrible, mais même au Maroc, c'est-à-dire des décennies d'humiliation, continuellement, de harcèlement. Moi, par exemple, je me souviens, j'avais un oncle menuisier à Meknès qui avait loué un garage à un colon en ville nouvelle, en ville européenne. Et en été, je l'accompagnais. Et évidemment, quand j'avais 12 ans, 13 ans, je voyais, enfin, je ne pouvais pas juger le rapport colonial. Mais pour moi, les colons, c'était des dieux. Les Français étaient des dieux. Parce qu'ils étaient tous riches, tous beaux. Et quand je suis arrivé à Paris, et la première fois, j'avais 20 ans, et j'ai vu des Français dans le métro, et je me suis dit, il y a des Français comme ça. Ouais, c'était un choc. Et donc, ces Maghrébins sont venus déjà, comment dire, pour eux, ils étaient déjà soumis, mais totalement. Je me souviens que quand j'allais à la préfecture pour changer, quand j'étais étudiant, on se faisait insulter. Et le Marocain baissait la tête. Et donc, mais les Maghrébins, comment ils vivaient à Nanterre dans les années 60, dans des bidonvilles, mais c'était une honte incroyable. Enfin, il faut voir ces images, il faut les montrer. Ils vivaient dans la boue, ils avaient juste un robinet d'eau froide. Enfin, donc on les a fait vivre comme ça, pour les humilier. Et le français, parce que moi j'ai eu la chance de vivre en tant qu'étranger au Canada et en Allemagne. Mais c'est le jour et la nuit. Ces pays-là, être immigré dans ces pays-là,
c'est un délice. On est respecté. On est traité comme un être humain. Ici, on fait en sorte que l'immigré se sente, citoyen, même quand il est ici, il faut l'humilier. Par exemple, vous êtes en droit d'échanger votre carte de séjour, très bien, mais il faut venir à 3 heures du matin. Comme ça, voilà. C'est du harcèlement continu. Par exemple, l'affaire de 2005, où il y avait 2 jeunes qui ont été électrocutés. Moi, la question que je m'étais posée à l'époque, c'est mais de quel droit on contrôle l'identité de 2 gamins de 15 ans? Est-ce qu'on est en Cisjordanie occupée? Est-ce qu'on est en Algérie sous domination coloniale? Non. Eh bien, voilà. C'est le système qui se perpétue, le système de domination. Et c'est pour cela que on a du mal à s'en sortir. La France est le seul pays, enfin, combien de jeunes qui sont maghrébins ou blacks, qui vont à Londres ou à New York, qui trouvent du travail comme ça. Moi, j'ai vécu au Canada, je sais ce que c'est. En France, tu t'appelles Mohamed ou tu t'appelles Malika, bah, je suis désolé, mais tes chances... Et c'est ce système qui se perpétue. D'où une colère chez les jeunes également, de tout ce que vous venez de décrire et de la situation encore actuelle qu'ils subissent sur la discrimination à l'emploi, comme vous dites. Oui, mais malheureusement, enfin, d'où la colère, mais il faut que cette colère soit, bien dirigée, bien orientée, bien organisée. Que ce soit une énergie de transformation vers quelque chose. Et c'est là où le reproche que je fais à ceux qui ont eu la chance de s'en sortir. Ils ne se préoccupent plus des autres. Voilà. C'est-à-dire, eux, ils ont réussi et ils se disent... Voilà. Je vais vous raconter une anecdote pour vous dire à quel point le système, il fait ça volontairement, c'est-à-dire pour maintenir cette population. J'ai connu quelqu'un il y a 2-3 ans, il y a quelqu'un de Lille qui m'a contacté, il m'a dit « Monsieur Cohen, je passe par Paris, on peut prendre un café ?» J'ai dit « Bien sûr. » Et donc, c'est un gars qui a 35 ans, et d'origine marocaine, enfin, je crois né à Lille ou arrivé à très bas âge, et qui est parti au Maroc, et retourné, enfin, qui avait envie de tenter l'aventure marocaine. Bien. Mais il me raconte la chose suivante. Quand j'avais 15-16 ans, il me raconte, je faisais partie d'un groupe de Maghrébins qui réussissaient. On réussissait très bien en classe. Et donc, on nous payait des voyages. Le collège, le lycée, si vous voulez faire du ski, le conseil général, le conseil départemental, etc. Bon, on nous subventionnait, on faisait des voyages et tout. Et moi, je m'étais dit avec un copain, c'est qui raconte, nous, on a eu la chance de s'en sortir. Pourquoi ne pas aider ceux qui sont en difficulté? Alors, ils sont allés voir les responsables du département, enfin, ou de la ville. Écoutez, voilà, on a besoin d'un petit local avec 2-3 ordinateurs. Et on veut donner un coup de main aux jeunes qui sont en difficulté. Et il m'a dit, Monsieur Cohen, on n'a jamais pu avoir ça. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à donner des sommes folles pour qu'ils aillent, mais pas pour former les jeunes. Et c'est ça qu'il faut que les musulmans comprennent, quel que soit leur niveau, que ça sera très difficile pour eux, que s'ils ne se prennent pas en main, ils n'ont rien à attendre du système. Ils y arriveront, mais avec 2 ou 3 générations en retard. Donc il faut qu'ils se prennent, il faut qu'ils sachent une chose, jamais ce système ne leur fera de cadeau, jamais. Voilà. Il les harcèlera. Par contre, on est dans un état de droit, c'est-à-dire il y a quand même des lois, il y a des tribunaux, on peut s'associer, etc. Eh bien, il faut se saisir des instruments juridiques, économiques, financiers dont on dispose, et se battre. Voilà. S'ils font pas ça, après tout, vous savez, des fois je me dis, on peut pas obliger un peuple ou une communauté ou quelqu'un à être libre et heureux. Si quelqu'un veut vivre, si une communauté veut vivre sous l'ombrelle judéo-sioniste, après tout, hein, c'est son droit. Hein. Et puis, être sous l'ombrelle judéo-sioniste, c'est pas trop mal non plus. Ça peut avoir des avantages. On a un bon boulot. C'est comme ils disent les Israéliens pour les Palestiniens qui vivent en Cisjordanie. Mais on leur donne du travail. Si vous nous boycottez, ils n'auront plus de travail.
C'est la réponse qui a été dite par un rabbin sur le troisième temple en Israël, il a dit. Mais ça donnera du travail. Ça déclenchera une guerre, mais ça donnera du travail. C'est extraordinaire. C'est grotesque.